En 2016, Taylor Sheridan est au sommet d'une trajectoire fulgurante. Salué par la critique, adoubé par les festivals internationaux, nommé aux Oscars pour son scénario de Hell or High Water, il vient de signer Wind River, son premier film en tant que réalisateur, une œuvre âpre, tendue, qui clôt sa Frontier trilogie entamée avec Sicario. Mais à peine cette trilogie terminée, Sheridan s'attelle déjà à un nouveau projet, un nouveau film, c'est du moins ce qu'il croit au départ. Il a une idée en tête, ambitieuse, ample, romanesque, une fresque familiale ancrée dans les terres du Montana. Une histoire de pouvoir, de territoire, de loyauté, un western contemporain sur un homme et sa famille, face à un monde qui les encercle. Alors il commence à écrire, les scènes s'enchaînent, les personnages prennent vie et très vite, une évidence s'impose. Ça ne sera jamais un film. Il y a trop à dire, trop à creuser, son récit déborde. Il aurait besoin de 40 heures, pas de 2. Et où peut-on raconter une histoire de 40 heures aujourd'hui ? À la télévision. Alors Sheridan décide d'y retourner, là où tout a commencé pour lui, mais cette fois il ne revient pas comme un acteur anonyme dans un épisode de Véronica Mars. Il revient comme auteur, nommé aux Oscars, primé à Cannes, reconnu à Hollywood comme l'une des nouvelles plumes les plus singulières du cinéma américain. Et pour porter ce projet, il ne revient pas seul. Il s'associe avec John Linson, co-créateur de la série Sons of Anarchy, la série où Sheridan avait eu son premier vrai rôle et qu'il avait quitté pour se lancer dans l'écriture. Il boucle la boucle. Le cow-boy revient dans l'arène. Linson et Sheridan se rendent dans les bureaux de la chaîne la plus prestigieuse du moment, HBO, celle des séries d'auteurs, celle qui fait rêver tous les scénaristes. Et ce jour-là, dans le bureau de Michael Lombardo, président de la programmation, l'homme qui a donné son feu vert à Game of Thrones, Sheridan pitch sa série, un western contemporain, un drame familial, un récit brutal, politique, viscéral. Il la vend avec une formule qui frappe, c'est Le Parrain, dans le Montana. Et pour incarner le patriarche, il a déjà un nom, Kevin Costner, la légende du western moderne, l'homme de Danse avec les loups, l'américain par excellence. Lombardo est séduit, il commande un pilote, Sheridan s'exécute, il livre un script dense, tendu, déjà marqué par son style, exposition minimale, dialogue coupant, monologue abrupt, absence de psychologie explicite. C'est sa vision. Et c'est là que les problèmes commencent. HBO renvoie une montagne de notes, des suggestions, des modifications, des propositions de réécriture. Sheridan refuse, il l'a toujours dit, il ne réécrit pas. Ses scripts sont sa version finale. Il n'écrit pas pour plaire, il écrit ce qu'il veut voir, lui. Alors HBO propose une Writer's Room. Pour ceux qui ne connaissent pas, une Writer's Room, c'est un groupe de scénaristes réunis sous la direction d'un showrunner pour écrire ensemble les épisodes d'une série. C'est le standard dans l'industrie, mais Sheridan, une fois encore, refuse. Il ne veut pas de collaborateurs. Il ne veut pas qu'on dilue sa voix. Il veut tout écrire, tout seul. Résultat, le projet est bloqué. HBO ne veut pas céder. Et Sheridan, fidèle à son entêtement texan, ne bouge pas. Linson tente de faire le médiateur, d'arrondir les angles. En vain. Lors d'un déjeuner avec un haut cadre de HBO, il finit par poser la question franchement. Pourquoi vous ne voulez pas faire la série ? La réponse est cinglante. Écoutez, ça fait juste trop Middle America. Nous, on est HBO, on est l'avant-garde, on crée des tendances. Ça ressemble à un retour en arrière. Le message est clair, la série ne correspond pas à l'image qu'HBO veut projeter, trop rurale, trop viriliste. Sheridan est sidéré, il pensait proposer une fresque américaine. Il découvre qu'il incarne, aux yeux des élites culturelles, une Amérique archaïque qu'on ne veut plus voir. Mais un geste inattendu va tout changer. Peu avant son départ de la chaîne, Michael Lombardo, convaincu du potentiel de la série, fait une chose rare. Il rend le projet à Sheridan. Car tant que HBO en détenait les droits, la série ne pouvait pas être proposée ailleurs. Ce geste libère Yellowstone. Sheridan et Linson repartent en quête. TNS, TBS, plusieurs chaînes sont approchées, mais c'est Paramount Network qui va se positionner. Et là encore, Sheridan pose ses conditions. Contrôle total sur la série et 100 millions de dollars de budget pour la première saison. Un pari démesuré pour une chaîne encore balbutiante à la recherche de son premier grand succès. Mais Paramount veut frapper fort. Elle sent que le paysage culturel est en train de bouger, qu'il y a un vide à combler, qu'une autre Amérique attend ses récits. On est à l'heure de l'élection de Trump et ce que Sheridan leur propose, c'est un récit enraciné, identitaire, idéologique, un récit qui parle à ceux qu'on a oubliés. Paramount accepte. Et en août 2018, le tournage commence entre l'Utah et le Montana. Sheridan a écrit tous les épisodes et s'apprête même à en réaliser plusieurs. Kevin Costner tiendra le rôle principal. Tout est prêt. Et le 20 juin 2018, moins d'un an plus tard, le premier épisode est diffusé. Il nous présente John Dutton et il commence dans le silence. Un ciel pâle, presque blanc, l'air est glacé, seules résonnent les respirations lourdes d'un homme hors champ. Et puis, une main apparaît, ouverte, les doigts écartés comme un signal de paix. Elle avance lentement avant que le reste du corps ne suive.
Cet homme, c'est John Dutton. La soixantaine, peut-être plus, le visage creusé par les années, par le soleil et par le vent, mais dans les gestes, la précision d'un homme encore jeune. Devant lui, un cheval blessé sur lequel John pose la main, puis le front. La scène s'élargit, on découvre le décor, une route déserte du Montana, un camion renversé, une remorque éventrée, une pelleteuse de chantier gît sur le bas-côté, et plus loin, son pick-up fracassé. John Dutton vient d'avoir un accident. Le cheval, lui, a la jambe brisée, il ne survivra pas. Alors, sans trembler, Dutton sort son revolver, le pose contre la mâchoire de l'animal, murmure quelques mots. I know you deserve better. Et il tire. Le bruit du coup résonne. Dès ses premières secondes, Yellowstone impose son ton brut, sentimental, tragique. Il n'y aura pas de place pour la légèreté ni pour l'ironie. Le monde qu'on nous montre est dur, ancré, silencieux et pourtant démesurément lyrique. John Dutton est propriétaire du plus grand ranch du Montana, un territoire immense, hérité, prolongé, défendu, mais menacé, car tout autour, les forces se mettent en place pour lui reprendre sa terre. D'un côté, les promoteurs immobiliers qui rêvent de transformer le paysage en parc de luxe, de l'autre, la réserve amérindienne menée par Thomas Rainwater, un leader charismatique et ambitieux qui veut récupérer les terres qu'on leur a prises il y a plusieurs dizaines d'années. Et au-dessus de tout cela, la politique locale, les avocats véreux, les alliances troublent un monde en mutation où chacun veut sa part. Mais Dutton n'est pas seul. Il a 4 enfants, 4 visages d'une Amérique éclatée. Il y a Lee, l'aîné, cow-boy loyal, héritier désigné, homme de peu de mots. Il y a Jamie, le cadet, avocat brillant, ambitieux, calculateur, celui qui parle le langage des villes. Il y a Beth, la seule fille, intelligente, sarcastique, blessée, une guerrière avec quelque chose de brisé. Et il y a Casey, le Benjamin, ancien militaire d'élite, marié à une femme amérindienne et qui vit sur la réserve avec leur fils à tous les deux. Dès ce premier épisode, Sheridan pose ses pions. Il construit un monde, il érige un mythe, mais il annonce aussi sa chute. Car à la fin de l'épisode, attention spoiler, dans une scène de confrontation tendue, Lee Dutton, le fils aîné, est tué. La série ne fait pas semblant, elle ne protège pas ses héros, elle les sacrifie. Et ce choix narratif dès le pilote est essentiel, il signifie que tout peut arriver, que personne n'est à l'abri, que la Terre coûte cher, trop cher. À travers ce premier épisode, Sheridan orchestre une ouverture magistrale, 1h30 de télévision qui combine ampleur du paysage et tension dramatique, chronique familiale et thriller politique, western et mélodrame. La mise en scène est ample, délibérément classique. Sheridan veut renouer avec la grandeur visuelle des westerns d'autrefois. Les paysages sont saisis en travelling élégant, en plans de grue majestueux, avec des focales courtes qui exaltent la profondeur de champ et la démesure des étendues du Montana. Pas de caméra à l'épaule ici. Sheridan la bannit. Trop réaliste, trop nerveuse, trop urbaine. Pour lui, elle est l'outil des récits contemporains, fragmentés, instables. Lui cherche autre chose, un souffle, une verticalité, une monumentalité presque mythologique. Il veut du cinéma, pas de la captation. Il veut que chaque plan dise « ce monde est plus grand que vous ». Et dès le premier épisode, les grands thèmes émergent. La terre comme mémoire et comme fardeau, la famille comme cellule politique, la frontière comme ligne de fracture morale, et la mort toujours là, comme un animal tapi dans l'ombre. Dans ce premier épisode, Yellowstone ne cherche pas à séduire, elle cherche à imposer. Sheridan ne cherche pas à convaincre l'Amérique, il cherche à parler à celle qui n'a plus de voix au chapitre, celle qui ne se reconnaît ni dans Netflix, ni dans HBO, celle qui a des armes chez elle, celle qui parle peu, qui travaille beaucoup et qui regarde l'horizon en se demandant combien de temps encore on va lui laisser son monde. Et si le premier épisode connaît un succès modeste, le bouche à oreille fait rapidement exploser les audiences de Yellowstone. Le double pilote, qui avait atteint 2,8 millions de téléspectateurs en direct, grimpe à 4,8 millions en comptant les diffusions différées. À partir du 3e épisode, la série devient la 2e plus regardée sur le câble en 2018, juste derrière The Walking Dead. Et le final, quant à lui, va atteindre 5,4 millions de spectateurs en direct. La Yellowstone Mania gagne les foyers de la Middle America et Paramount comprend qu'elle tient là son miracle. Immédiatement, une saison 2 est commandée, puis une saison 3, et à l'été 2021, Taylor Sheridan signe un contrat historique avec Viacom CBS, devenu Paramount Global. Un deal d'exclusivité estimé à plus de 200 millions de dollars pour superviser une multitude de projets, films comme séries. Un deal record pour faire de Sheridan le fer de lance de leur stratégie de contenu premium. Il devient l'un des showrunners les mieux payés de l'histoire de la télévision. Mais à Hollywood et à New York, c'est le calme plat.
Personne ne semble prêter attention à ce soap rural, aux airs de Dallas revisité sous stéroïdes. Les critiques se montrent condescendantes, elles pointent le manque de finesse, les rebondissements trop gros, les dialogues martiaux, et surtout, on lui préfère une autre série sortie la même année qui elle aussi parle de l'Amérique, de la déliquescence du pouvoir, de l'héritage impossible, une série que vous connaissez sûrement. Succession, c'est la négation de Yellowstone, son antithèse. Là où Yellowstone construit la figure d'un père sacrificiel garant d'un ordre ancien qu'il tente de transmettre, Succession dépeint un patriarche vulgaire, sans foi ni loyauté, méprisant tout ce qui l'a précédé et ceux qui lui succéderont. You know, I know that you've read a lot of books about business management and this and that, but you know what? What? Sometimes it is a big competition. Okay. Là où Yellowstone, les enfants tentent maladroitement, douloureusement de préserver la terre des ancêtres, ils obéissent, résistent, se déchirent pour honorer le legs. Dans Succession, les enfants sont petits, égoïstes, prisonniers d'un complexe oedipien à peine dissimulé. Hey, saw your little interview. Oh, right, yeah, we don't have to dissect Why, that. well, my daddy. I never figured you for a Oh, wow. Deux Amériques se font face, et même dans la mise en scène, l'opposition est frontale. Quand Sheridan refuse la caméra portée, Succession, au contraire, fait de la shaky cam sa signature. Ici, pas de travelling majestueux, pas de panorama contemplatif, juste des visages saisis dans le chaos, des coupes sèches, une proximité brutale avec la parole, une série construite comme un documentaire. Regarder Yellowstone et Succession, c'est lire une carte postale complète de l'Amérique. Ce qu'elle est à travers Succession et ce qu'elle voudrait être à travers Yellowstone. Mais attention, Yellowstone ne propose pas un rêve nostalgique ou rassurant. Ce n'est pas une utopie réactionnaire, c'est elle aussi un récit de fin d'empire, une tragédie sur la lente érosion d'une nation jadis puissante, une élégie pour une Amérique en train de sombrer, rongée par ses contradictions. Une Amérique que Sheridan va bientôt ausculter plus en profondeur à travers ses mythes fondateurs. À la fin de la saison 4 de Yellowstone, Sheridan annonce un spin-off, une série qui remontera le temps, qui racontera l'arrivée de la famille Dutton sur les terres du Montana à la fin du 19e siècle. Son nom, 1883. Avec 1883 et la destinée de la famille Dutton, Sheridan raconte la lente traversée des familles européennes fuyant la misère, venues chercher cette promesse de l'Ouest, des terres gratuites, du travail, de la dignité, et sur leur route, l'hostilité, le désert, les bêtes, les bandits, la faim et les peuples natifs. Mais là encore, Sheridan refuse les raccourcis. Les colons ne sont pas des conquérants héroïques, ils sont des survivants, des fuyards, des corps en marche. Et les Amérindiens ne sont pas les grands ennemis, ce sont les autres sacrifiés, ceux qu'on a d'abord chassés, puis ignorés, puis exterminés. C'est là, dans cette douleur partagée, que Sheridan cherche sa réconciliation. I don't think that there is a more misrepresented group in American cinema than the Native American. And what little I can do to correct that historical perspective in fiction, I'm gonna do. Il ne donne pas raison à l'un contre l'autre, il accuse une troisième force, les élites. L'État fédéral, les politiciens lointains, ceux qui promettent sans protéger, ceux qui utilisent sans comprendre, ceux qui envoient les autres mourir pour leurs projets sans jamais poser un pied sur le terrain. Chez Sheridan, l'Amérique authentique, ce n'est pas Washington, ce n'est pas Hollywood, c'est ce territoire rugueux, aride, violent, où les exclus de tous bords, migrants et natifs, ont été jetés les uns contre les autres. C'est là que se jouent les vrais drames et les rares réconciliations. Avec 1883, Sheridan ne signe pas seulement un spin-off, il récupère sa posture d'auteur, il s'éloigne des cliffhangers téléphonés, des placements de produits pour son ranch nouvellement acquis, des personnages incohérents et des arcs oubliés, il revient à l'essentiel, écrire une tragédie. Et le résultat est une série tendue, resserrée, bouleversante. 1883 est peut-être ce qu'il a fait de plus beau, de plus sincère, de plus politique aussi, à sa manière. Et à travers la saga des Dutton, Sheridan ne se contente plus d'observer l'Amérique. Il commence à écrire son roman national. En février 2022, ce roman prend une nouvelle forme. Paramount annonce un deuxième spin-off de Yellowstone baptisé 1923. Après 1883, c'est une autre strate de la lignée Dutton qui s'ouvre. Une nouvelle génération, un nouveau choc. À ce moment-là, Yellowstone vient d'achever sa saison 4. C'est un raz-de-marée. Plus de 10 millions de téléspectateurs pour le final. Le plus gros succès de la télévision américaine sur le câble. Sheridan, lui, est devenu l'homme fort de Paramount. Il a signé son contrat exclusif de 200 millions de dollars avec le studio et il a carte blanche pour étendre son univers, pour construire pièce par pièce sa fresque américaine.
Mais avec 1923, il ne se contente pas de capitaliser sur un succès. Il vise plus haut, il vise plus grand. Il voit dans cette série une épopée au sens classique du terme, une saga historique à la démesure assumée, digne des grandes fresques hollywoodiennes des années 50. On parle ici d'un budget de plus de 30 millions de dollars par épisode. Une somme colossale, même pour les standards du streaming. Sheridan tourne au Montana, bien sûr, mais aussi au Kenya, en Afrique du Sud, à Malte et en Tanzanie. C'est toute une équipe de production qui se déplace à travers le monde, comme à la grande époque du cinéma d'aventure. Et cette ambition se voit à l'écran. 1923, c'est le western, revisité comme une odyssée. C'est Lawrence d'Arabie qui croise Legends of the Fall. La série reprend quelques décennies après, là où 1883 s'était arrêté. James et Margaret Dutton sont morts. Leurs enfants ont été recueillis par Jacob et Cara, le frère et la belle-sœur de James. C'est donc une autre génération de Dutton qui prend le relais, confrontée à un monde nouveau, de plus en plus brutal, de plus en plus moderne. We're all bunched together here, fighting for every blade of grass, while you have a whole mountain range to yourself. You have the land, you have the lease, you have everything. I have what my family fought for. You want to fight me for it too? I didn't think so. Jacob gère le ranch avec rigueur, comme un patriarche classique, mais la véritable figure centrale, c'est Cara, interprétée par Hélène Mirren. C'est elle qui maintient la famille debout, c'est elle qui donne les ordres quand son mari tombe, c'est elle qui affronte seule les décisions impossibles. Cara Dutton, c'est la mémoire, la morale et la stratégie. Une matriarche de tragédie grecque, digne, sévère et infiniment humaine. Face à eux, une menace, celle des éleveurs de moutons irlandais et des industriels qui veulent briser la mainmise des Dutton sur la vallée. L'hiver, les banques, la ruine économique, tout semble conspirer contre eux et pourtant, ils résistent. Mais 1923 raconte aussi une autre trajectoire, une trajectoire parallèle à des milliers de kilomètres de là, celle de Spencer Dutton, devenu chasseur de fauves en Afrique pour fuir les horreurs de la Première Guerre mondiale. Traumatisé, silencieux, hanté, Spencer incarne cette jeunesse brisée que l'Amérique a envoyée au front. Il traque les lions, les léopards, non par bravoure, mais pour exorciser ce qu'il a vu dans les tranchées. Et un jour, il rencontre Alexandra, jeune aristocrate anglaise révoltée contre son destin tout tracé. Elle décide de tout quitter pour le suivre. Leur histoire d'amour devient l'axe émotionnel de la série. Alexandra n'est pas une figurante, c'est une héroïne à part entière, intelligente, courageuse, libre. Elle accompagne Spencer dans son retour vers le Montana, une traversée du globe semée d'épreuves, de naufrages, de duels, de tempêtes, une épopée sentimentale et physique. 1923 est donc un récit à double foyer, le ranch et l'Afrique, le combat politique et l'odyssée intime, et au centre, deux femmes. Cara, la gardienne du foyer, et Alexandra, la promesse d'un avenir. Deux visions de la force féminine, l'une ancrée, l'autre en mouvement. La série est tournée dans des conditions titanesques. Entre le Montana, l'Afrique du Sud, Malte, le Kenya et l'Europe, son budget est colossal, environ 22 millions de dollars par épisode. Sheridan pousse le format télévisuel à ses limites. Il veut renouer avec la tradition du grand récit américain. Les histoires de famille, de terre, de tragédie, mais racontées à l'échelle du monde. Et c'est ce monde qu'il redessine pièce par pièce, épisode après épisode. En 2 saisons, 1923 réussit ce que peu de séries osent, être à la fois une fresque familiale, un récit initiatique, un manifeste politique, un western sensoriel et une tragédie historique. C'est une œuvre monde, une série symbole et une confirmation. Taylor Sheridan n'est plus seulement scénariste, il est bâtisseur de mythologie. Dans la prochaine partie, on s'intéressera à la pensée de Taylor Sheridan, ce qu'elle dit de l'Amérique, de ses blessures, de ses fantasmes, de ses frontières. On analysera les grands motifs qui traversent son œuvre, la terre, la violence, la famille, l'honneur, et on tentera de comprendre ce que révèle son succès massif. Est-il le symptôme passager d'un retour du conservatisme culturel, comme dans les années Reagan, ou bien le signe d'un basculement plus profond, plus durable dans l'imaginaire américain? On espère que vous avez apprécié ce 2e opus. À la semaine prochaine.